Salut, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de média animation qui questionne les enjeux de la communication non marchande. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence, j'accompagne notamment les festivals et les lieux culturels dans la conception et l'organisation de leur stratégie de communication. Pour cette deuxième saison, nous sommes au Forum de la culture durable, bien installé avec notre studio mobile dans la mezzanine, juste au-dessus du bar de la Tricoterie. Et j'accueille avec plaisir Nicolas qui nous arrive de Lyon. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Petite question, quelle est ta bonne résolution pour 2026 ? Alors, je ne prends plus de bonnes résolutions, puisque je travaille dans le domaine de la psychologie. Dans le domaine de la psychologie, on sait qu'à peu près 92% des bonnes résolutions sont abandonnées le 18 janvier. Donc, j'ai fait mon deuil des bonnes résolutions. Donc, on va dire que ma bonne résolution, c'est de ne pas en prendre. Tu interviendras cet après-midi pour partager ton expérience menée au festival Terre du Son, près de Tours, sur comment les sciences comportementales peuvent aider les acteurs de la culture à jouer pleinement leur rôle dans la transition écologique. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors donc je suis Nicolas Fiolaine, je suis chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon et à ce qu'on appelle la chaire innovation publique en France. Et je mène des travaux de recherche sur les modes de pensée humains, comment l'humain fonctionne psychologiquement, cognitivement, neurocognitivement. Essayer de comprendre comment ça se lie à ce qu'il fait concrètement et essayer de voir s'il y a des manières d'utiliser cette science de manière concrète pour l'action et pour accompagner le changement et les transitions. On a l'habitude dans ce podcast de commencer toujours avec la même question fil rouge. Si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? Alors je pense que si j'étais un outil de communication, je serais un espace public. Je crois que l'espace public communique beaucoup, dit beaucoup. Il produit des attachements ou de l'isolement, il produit de l'exclusion ou de l'inclusion, il produit de la vitesse ou du ralentissement, il produit de la beauté ou il produit de l'agression. Enfin voilà, je crois qu'on communique beaucoup par l'espace public et en tant qu'une fois de plus psychologue, on sait à quel point ces espaces qu'on ne regarde qu'à moitié ou qu'en vision périphérique jouent un rôle dans le sens qu'on donne à nos vies, et en particulier nos vies collectives. Donc je dirais que je suis un espace public. Et plus particulièrement peut-être une gare. Une gare. On va embarquer, si tu veux bien, pour ta conférence aujourd'hui. Peux-tu présenter juste brièvement le festival Terre du Son ? Alors le festival Terre du Son, c'est un festival effectivement qui a lieu chaque été en Centre-Val de Loire en France, qui existe depuis 21 ans cette année, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, et c'est un festival qui rassemble des grands noms de la musique évidemment, qui rassemble à peu près entre 40 000 et 60 000 personnes sur 3 jours, et qui a de très forts engagements dans le domaine de la transition écologique depuis très longtemps, c'était à l'origine, et qui essaye de poursuivre cet engagement de plein de façons. C'est un festival avec une programmation très éclectique, donc qui rassemble des gens qui souvent sont très variés eux-mêmes, sont des gens qui n'ont pas trop de propositions de grands festivals autour, parce que le centre Val-de-Loire, c'est un peu au milieu de tout, donc au centre de rien, mais en même temps avec des choses intéressantes qui s'y passent, un public qui est très largement local, qui est de tous les âges et qui est pas toujours là pour la transition, qui est là pour écouter les artistes, mais avec lequel le travail de sensibilisation, d'accompagnement à voir les choses autrement et à agir autrement dans le cadre du festival doit encore se faire. Donc le festival agit aussi comme un outil de communication finalement vis-à-vis de la population locale. Oui, complètement, à la fois parce qu'il fait exister un territoire qui parfois se pense comme un territoire vide entre des grands pôles d'attractivité et des grands pôles économiques, et aussi parce que c'est un temps, et on pourra y revenir, mais c'est un temps comme beaucoup de festivals d'ailleurs, qui peut effectivement jouer à plein sur la question de l'attachement, de la relocalisation, de travailler la question de l'expérience, de la connexion auprès d'un public qui ne vient pas là pour ça, mais qui, par contre, quand il le vit, l'apprécie beaucoup. Et est-ce que c'est nouveau ce lien recherche-culture ? Est-ce qu'il y a eu déjà pas mal de recherches, de doctorats ou de chaires qui sont consacrées à ça ? Oui, il y a quand même des volets de financement. Il y a des financements à la fois au niveau européen, au niveau national en France, dédiés à ce qu'on appelle la recherche et la création. Ce qu'on appelle les sciences comportementales dans ce domaine-là sont un peu particulières parce que leur sujet, c'est le comportement, comment nos pensées nous amènent à agir ou pas, et comment ce qu'on vit
concrètement, par exemple un festival, nous amène à penser différemment. Et donc cette articulation avec une science expérimentale qui mesure ses résultats un peu à la façon d'un essai clinique, c'est aujourd'hui quelque chose qui intéresse beaucoup les politiques publiques parce que ça participe, par exemple, des processus qu'on appelle d'éco-conditionnalité du financement. Est-ce qu'un festival est effectivement capable de faire évoluer des représentations et des pratiques en dehors du temps même du festival ou de l'événement culturel? Et si oui, à quelles conditions? C'est un peu là-dessus qu'on travaille et qui effectivement suscite des intérêts assez forts aujourd'hui. Donc cette collaboration n'est pas nouvelle, la forme et les objectifs et le type de discipline impliquée, ça c'est assez nouveau. Ouais. Et donc comment est-ce que tu t'es retrouvé à Terre du Son et qu'est-ce que tu as proposé l'été passé, je pense? Alors, comment je me suis retrouvé? C'est le festival donc qui est venu me chercher puisque je travaille beaucoup au niveau national et international sur les questions de transition et les aspects de psychologie, de sciences comportementales, de sciences cognitives liées aux conditions de la transition. Et donc, l'agence de l'environnement local me connaissait. Et donc, quand Terre du Son a dit, on aimerait, nous, aller un cran plus loin, les éco-cups, les toilettes sèches, tout ça, on a fait. On voit bien que sur des choses, on arrive à des limites d'acceptabilité, c'est-à-dire on voudrait proposer du 100% VG, mais ça s'est pas passé. On a une réaction des publics très, très forte, voire même des élus locaux qui veulent ne pas mettre en cause l'industrie de la viande locale. Et puis, on a l'impression qu'on pourra avoir un autre type d'impact, mais on ne sait pas exactement lequel. Donc, ils ont dit, allez voir Nicolas Fiolaine, puisqu'il travaille sur ces sujets. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au festival à proposer ce projet qui, comme toutes mes recherches, passe d'abord par le temps de l'observation, de l'étude, de l'immersion dans la littérature scientifique existante, d'aller regarder, d'aller participer au festival, et puis ensuite un certain nombre de propositions en termes d'action expérimentale pour voir ce qu'elles peuvent produire en termes d'état d'esprit, de comportement, d'héritage immatériel, comme on dit, du festival. Et donc concrètement, quand on arrivait sur Terre du Son, à quoi est-ce qu'on était confronté ou qu'est-ce qu'on pouvait expérimenter? Alors, la première chose, c'est effectivement l'analyse, l'espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, d'audit du festival, qui était de dire on va prendre nos outils de sciences comportementales, notre regard, et on va aller regarder ce qui se passe. On va arriver en voiture, en vélo, en train, et on va commencer à noter tout ce qui, pour nous, est en fait sont les conditions de changement de comportement, par exemple, en particulier sur les mobilités. Donc on a commencé à regarder la façon dont étaient faites les routes, le service de vélo, la façon dont les bus étaient aménagés, etc. Et on a commencé à parler d'expérience et à voir que, en fait, en termes d'expérience, il y avait tout un tas de choses qui étaient un peu contradictoires aux ambitions que se donnait le festival. C'est un peu un parcours du festivalier, quoi. Voilà, c'est le parcours du festivalier qu'on fait armé de la revue de littérature, c'est-à-dire qu'on va chercher la science, et la science a dit énormément de choses sur l'impact des festivals, la condition des changements de comportement, qu'est-ce qui fait que notre rapport à la mobilité peut être transformé à un moment donné et que ça dure, qu'est-ce qui fait qu'avoir choisi le train pour aller à un festival va s'incruster dans les modes de vie au quotidien et va nous faire choisir davantage les transports en commun ou les mobilités douces. Donc, qu'est-ce que ça fait de prendre l'avion pour aller à Tomorrowland, quoi? Exactement, et qu'est-ce que ça fait d'avoir des artistes, par exemple, qui eux-mêmes sont dans des trajectoires où ils arrivent dans un territoire dont ils ne savent rien, où ils peuvent se tromper de nom de ville dans laquelle ils sont, etc. Tout simplement parce que tout est déterritorialisé. Donc on s'est mis dans ces chaussures-là, mais au regard de ces éléments un peu implicites qu'on ne sait pas même expliquer. Par exemple, on a expliqué au festival que la structure même de l'arrivée produisait une norme sociale défavorable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand on arrive à Terre du Son, comme à beaucoup d'autres festivals, ce qu'on voit, c'est des milliers de voitures et on voit des piétons qui essayent de marcher autour des voitures. Ça pose non seulement des choses en termes d'usage, mais des choses en termes symboliques, c'est-à-dire la norme et la voiture, l'exception sont les vélos et les piétons. Comment on travaille ça? Comment on remet en cause ce que l'image va produire? On a mis en évidence aussi, par exemple, des formes de temporalité, c'est-à-dire qu'on a montré et enregistré cette tendance qu'avaient les publics à accélérer, à courir pour aller voir l'artiste qu'ils aiment et d'avoir un rapport un peu consumériste. C'est-à-dire, dans cette accélération-là, on commence à entendre les balances, donc on se précipite pour être le premier sur la scène et on commence à être dans une temporalité qui est très pressée, qui est très rapide et qui se retrouve, par exemple, dans les choix alimentaires. C'est-à-dire qu'on choisit, et ça la recherche le montre suffisamment bien, si on est dans une temporalité rapide, on choisit davantage l'option par défaut culturelle qui est la viande, où on va d'abord favoriser une forme de plaisir immédiat en oubliant les considérations pour le long terme.
la nature était absente. C'est-à-dire qu'on arrive sur un champ qui a déjà été largement piétiné et où toute biodiversité a disparu et on ne l'a fait à aucun moment réapparaître. Alors que peut-être dans la com, ils disent bienvenue dans un festival en pleine nature et au final, t'es dans la boue. Exactement, voilà, exactement. Et au final, t'es sur une version de l'herbe qui est la version la plus pauvre de l'herbe, qui est une espèce c'est une moquette sur laquelle finalement t'as pas tant de raisons de ne pas jeter ton mégot, par exemple. Donc c'est toute cette symbolique-là qu'on a essayé de leur montrer en disant vous faites des choses super et vous communiquez bien. Mais en fait, la communication verbale ne touche que 0,5 à 5% de nos décisions. Tout le reste, ça passe par la vision périphérique, par du sens implicite, par des signaux faibles, par des indices, par de la norme sociale, par des modèles sociaux. Et tout ça, vous le perdez. Parce que je sais qu'au niveau justement des mégots ou des déchets, ça fait des années qu'on en parle dans les festivals, le tri des déchets, et on se rend compte qu'en termes de comportement, en fait, les festivaliers, une fois qu'ils sont dans un festival, pour eux, ils sont plus chez eux et tout est permis, et c'est récurrent de devoir rappeler ce bon geste, alors que c'est pas nouveau en fait. Ah bah exactement, et puis Terre du Son, effectivement, comme d'autres festivals, l'écologie, la durabilité est une valeur, mais c'est des dizaines de milliers de mégots chaque jour qui sont ramassés. Donc on a là un exemple type de la différence et de ce gap, de ce fossé entre des intentions, des valeurs et des actions. C'est ce que je disais par rapport aux bonnes résolutions du 31 décembre. Peut-être qu'on a cru que l'humain fonctionnait de telle façon qu'il suffisait qu'il décide de faire quelque chose pour qu'il le fasse. L'humain ne fonctionne pas comme ça. L'humain, il est sensible, influençable, dépendant de son contexte, dépendant des situations, et il décide une partie très volontairement, mais il est en fait déterminé par beaucoup de choses. Et cette vision modeste, c'est une vision assez différente et ça révolutionne un peu les manières de faire et où effectivement, ce qu'on propose comme format, ce qu'on propose comme parcours, ce qu'on propose comme couleur, ce qu'on propose comme éclairage, ce qu'on propose comme rythme dans la façon dont les artistes vont arriver sur scène, etc., devient fondamental pour l'impact. Ouais, mais et en même temps, c'est pas une vision pessimiste puisque si on l'analyse, on a les leviers pour agir dessus. Exactement, et c'est ça qui a beaucoup surpris le festival. Alors le festival est passé par tous les stades psychologiques, c'est-à-dire que de l'espoir de ce qu'on allait amener, au désespoir de ce qu'on démontrait, parce qu'ils se sont pris, ils le disent eux-mêmes, une grande claque, et ils ont accepté de se prendre une grande claque. Et puis, bon, il y a aussi la fierté d'être assez innovant, puisque même au niveau de la recherche internationale, c'est la première fois que des recherches se produisent de cette façon-là, en plein milieu d'un festival, avec le public du festival. Et est-ce que vous avez interpellé les publics par rapport à leur comportement ou vous êtes resté juste un regard extérieur ? Non, on a interpellé les publics, donc on a beaucoup échangé avec les publics, à la fois sous forme d'entretien et puis ensuite surtout dans l'ensemble des actions qui ont été menées. Ce qu'on a fait, c'est installer un laboratoire au cœur du festival. Donc amener les publics dans notre espace et leur dire, ici, ça paraît bizarre, mais on fait de la recherche et ça va être un temps de suspension. Ça va être un moment où le temps se suspend, on va ralentir, on va se regarder les autres, entrer en connexion d'une autre façon, etc. Et on propose plus que de parler de nos recherches et de leur proposer d'y participer, on propose aussi une expérience. Et c'était un peu le but, c'était de dire, au sein d'un festival où il y a ces rapports un peu consuméristes, mais en même temps il y a cette liberté possible, on est tous différents au festival. Dans un événement culturel, en général, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorise pas. Et quand on va dans un festival avec un bon ami, on le voit d'une façon comme on l'avait jamais vu. Et c'est vrai dans les familles, etc. Donc, essayer de dire, puisqu'il y a cet espace pour se réinventer, venez le faire aussi là, en parlant de questions qui parfois paraissent très sérieuses. Le futur, les émotions, qu'est-ce que ça nous fait de penser au futur ? La nature, c'est quoi et comment elle est présente, etc. Et ça nous a permis de questionner effectivement les festivaliers sur ce rapport un peu, on va dire, pas si étroit entre des intentions, des valeurs générales et des comportements effectifs. Et du coup, qu'en est-il ressorti et qu'est-ce que vous avez pu proposer comme bonne pratique à venir pour le festival ? Alors, ce qu'il en est ressorti, alors il y a deux éléments. Il y a ce qui a été travaillé au travers du parcours dans le festival. Donc, on a travaillé par exemple l'arrivée avec la mise en place de parcours avec des éléments de décor qui étaient des éléments qui cherchent à produire du ralentissement. Donc c'était des drapeaux de différentes couleurs dont le mouvement devait être plutôt lent, donc des drapeaux plutôt grands et qui étaient en alignement au moment même où les publics avaient l'habitude d'accélérer. Donc on a constaté un ralentissement du pas
donc ce qui est pour nous extrêmement important parce que ça produit la possibilité du reste. On a caché les parkings, donc les parkings ont été plutôt cachés et en essayant de replacer et de retravailler l'architecture, comme on dit, de valeur entre les piétons, les vélos et les voitures. Donc les voitures se sont trouvées marginalisées, les vélos et les piétons ont été mis en avant. On a mis en avant aussi un certain nombre de slogans sur d'immenses bâches qui ont été construites justement dans l'idée de non seulement affirmer des valeurs, mais faire en sorte qu'elles soient partagées. Donc des manières de rédiger les slogans qui permettent de mettre à l'esprit un certain nombre de valeurs. On a par exemple travaillé la question des menus. On a demandé aux prestataires de travailler de façon à ce que les options végétariennes soient par défaut et qu'il faille demander expressément une option carnée, quitte à attendre un peu plus ou à payer un peu plus. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être réfléchies. Sur cet élément-là, par exemple, ça a été, comme je disais, un renversement du rapport entre viande et végé. On était à, je crois, 65% de viande, 35% de végé. C'est passé à 65% de végé, 35% de viande. Donc on est typiquement dans une situation où on laisse le choix, parce qu'il y avait eu une réaction un peu compliquée à la suppression complètement de la viande, mais on essaye d'accompagner un changement. Et puis sur le laboratoire lui-même, ce qu'on a vu, c'était assez marquant, hein. C'est des gens qui ont vécu des expériences, qui ont voulu y revenir plusieurs fois. Donc on a installé des ateliers différents. Il y avait 5 minutes avec un psy, où on proposait aux gens de profiter de notre présence pour parler pendant 5 minutes sur une question qu'on leur posait, qui était plutôt une question d'ordre général. Il y avait la queue. Il y avait vraiment la queue, les gens revenaient, donc on était obligé de dire à certains non, on le fait qu'une fois parce qu'il y a trop de monde qui demande et on n'est pas une armée de psy non plus. Ils se demandaient quel était l'artiste connu qui se cachait sous la tente ou quoi? Pas tant que ça en fait, ils avaient compris assez vite qu'il y avait un moment de suspension, un moment où ils allaient pouvoir se tourner vers eux-mêmes, vers les autres, réfléchir à des questions dans un safe space, dans un espace sécurisé et sécurisant. Déjà le festival est sécurisant. C'est un festival très sécure, Terre du Son, vraiment très très sécure, il est reconnu pour ça. Et puis c'est un festival, donc on est là pour s'amuser, etc. Le principe est très bien posé, donc on va penser au futur. On sait qu'on est là pour s'amuser, donc on peut se risquer à des choses, on peut se risquer à regarder en face nos émotions, par exemple. C'est tout l'enjeu des nouveaux imaginaires qu'on essaye de développer aussi dans la communication, c'est de faire rêver les gens dans cette transition et pas uniquement dans cette consumérisme mercantile, quoi. C'est ça, mais je dirais que, alors, on est juste avant les imaginaires. On est cognitivement dans comment on produit un espace cognitif pour que les imaginaires puissent s'y installer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas proposer comme ça, de but en blanc, de nouveaux imaginaires. Il faut que l'espace se produise. Pour ça, il faut que le futur s'ouvre, et pour ça, il faut que le présent s'ouvre. Donc j'entends que le festival peut être cet outil de sensibilisation, mais aussi ce lieu de communication et de connexion. Donc ici, on parle dans ce podcast beaucoup d'enjeux de communication, et donc comment est-ce que cette expérience peut inspirer finalement les chargés de com des festivals? J'entends qu'ils ont communiqué sur des bâches, sur leurs valeurs. Quel lien et quel conseil tu leur donnerais pour essayer d'embrayer dans leurs outils à eux? Je leur dirais deux choses. Je leur dirais... une chose transversale qui serait de dire il y a toute une science que les métiers de la communication, je dirais pas qu'ils l'ont oublié, mais à laquelle ils sont pas assez connectés. J'interviens dans plusieurs écoles de com et je suis le seul à parler des sciences comportementales. C'est dommage parce que on comprend comment fonctionne la pensée humaine, on comprend quels sont les freins et du coup on se donne de nouveaux leviers. Et je crois il faut remettre ensemble la communication, les sciences cognitives, la psychologie, etc. Donc se sensibiliser à ça, se former à ça, je pense que c'est vraiment fondamental, parce qu'après le travail créatif est encore plus large, encore plus passionnant, encore plus intéressant. La deuxième chose, c'est de voir le changement pour ce qu'il est. Le changement, c'est un processus, c'est un voyage, et il y a des étapes. Et si on connaît ces étapes du changement, ce cycle du changement, donc moi j'ai proposé un modèle, mais il y en a d'autres de cycle du changement, on arrive à inscrire sa communication, même dans un seul message, on peut faire le cycle. Mais c'est des étapes par lesquelles il faut passer, ça peut être dans une conversation, et ça peut être dans un design, ça peut être dans une image. Et c'est aujourd'hui un peu ce que demandent d'ailleurs les acteurs publics, en disant vous communiquez, la notoriété suffira pas, maintenant ce qu'on veut c'est pas de la communication ou pas seulement, c'est de l'accompagnement au changement. Et si la communication devient un accompagnement au changement, elle trouve une puissance qu'elle veut avoir, je crois, et en plus être au plus près de l'humain. Donc je crois que vraiment la conjonction des deux a un potentiel incroyable. Écoute, j'en suis convaincu.
Et voilà, je te souhaite une bonne conférence cet après-midi pour transmettre ça aux participants du Forum de la culture durable. Avant de partir, on propose aux invités de cette saison de poser directement une question aux chargés de com qui nous écoutent et qui pourront répondre par exemple en commentaire dans notre plateforme de diffusion. Alors est-ce que tu aurais une piste, un challenge ou un appel à leur lancer ? Alors l'appel à leur lancer serait plutôt de leur dire, si vous prenez par exemple quelques éléments de ce que proposent les sciences cognitives, les sciences comportementales, par exemple, on va dire 3 choses assez simples. Je dirais ce qu'on appelle la préférence pour le présent, les faits que les gens sont toujours un peu plus intéressés par le présent que par le futur, parce que le futur est toujours abstrait. D'autre part, l'aversion, ce qu'on appelle l'aversion à la perte, donc le fait que les gens sont plutôt alertés et sensibles à ce qu'ils risquent de perdre qu'à ce qu'ils risquent de gagner. Si on prend ces 2 choses-là, qu'est-ce qu'une communication qui prend ça en compte et comment on la repense ? Et en particulier sur les sujets de transition, comment on passe de la communication telle qu'elle se fait à peut-être la communication telle qu'elle devrait se faire à partir de ces 2 connaissances-là issues des sciences comportementales. Merci, on aura hâte de lire les commentaires et bon forum. Merci beaucoup.